Imaginez une machine de 6000 tonnes. C'est comme empiler 5 immeubles sur une seule pelle. Maintenant, imaginez qu'on démonte ce mastodonte vis par vis, à la main, pendant des mois. Une équipe de 30 personnes découpe l'acier au chalumeau, brise les godets à coups de masse, manipule des grues capables de soulever 200 tonnes d'un coup. Et vous savez ce qu'il y a de plus étonnant ? Presque rien ne finit à la casse. Chaque boulon, chaque tube de cuivre, chaque gramme de métal retrouve une seconde vie. Dans cette vidéo, je vous montre comment les plus grandes pelleteuses du monde se transforment en montagnes de matériaux. Et pourquoi c'est un business à plusieurs millions dont presque personne ne parle. Restez jusqu'au bout, c'est là que ça devient vraiment fascinant. La première chose à comprendre, c'est que ces excavateurs pèsent jusqu'à 6000 tonnes. Pour donner une idée, c'est comme empiler 5 grands immeubles sur un seul godet. Quand la machine arrive en fin de vie, ce qui prend entre 15 et 20 ans d'exploitation, elle devient une carcasse de ferraille, avec quelque chose de précieux à l'intérieur. Le démantèlement commence par l'installation de l'excavateur sur une aire spécialement aménagée. Il s'agit d'une plateforme en béton armé capable de supporter la pression des marteaux lourds et de l'équipement. Tout autour, on installe des grues, l'outil principal du démantèlement. Les plus grosses grues peuvent soulever jusqu'à 200 tonnes, mais pour les grands excavateurs, il faut parfois plusieurs grues simultanément. Les conducteurs de bulldozers et les grutiers démontent tour à tour les parties visibles. D'abord disparaissent les canalisations. Il y en a des dizaines de kilomètres dans une seule machine. Les lignes hydrauliques, les câbles, les systèmes de refroidissement, tout est enroulé et trié par matériaux. Cuivre, titane, aluminium, tout part dans des conteneurs séparés. Ensuite vient le moteur. C'est un mastodonte qui pèse parfois plus de 200 tonnes. Les grues l'extraient délicatement de la machine. Et là, la précision est de mise. La moindre fausse manœuvre risquerait d'endommager le moteur, ce qui réduirait d'autant les profits du recyclage. Le moteur est démonté à part. On vidange l'huile, on démonte les cylindres, on extrait toutes les entrailles. La cabine du conducteur, c'est un univers en soi. C'est là que siégeait l'homme qui pilotait ce monstre. À l'intérieur, commandes, écrans et leviers hydrauliques s'entremêlent. Tout se démonte à la main, car nombre de pièces sont malléables et risqueraient de s'abîmer sous les coups de marteau. Place ensuite à la flèche de la pelleteuse. C'est la partie la plus spectaculaire, celle qui s'élance vers le ciel. La flèche regorge de vérins hydrauliques et de bobines de câbles. Elle pèse près de 300 tonnes. Les grues démantèlent progressivement cette structure en découpant les fixations métalliques et en retirant les sections une à une. C'est comme résoudre un puzzle géant, à ceci près que chaque pièce vaut de l'argent. Le plus grand trésor, c'est le godet. Un godet d'excavatrice de cette taille peut contenir entre 40 et 60 mètres cubes de matériaux. Sa composition est souvent en acier trempé, la partie la plus précieuse pour le recyclage. Certains godets sont démontés au marteau ferroviaire, qui les brise en morceaux maniables. D'autres sont découpés au chalumeau oxyacétylénique, ces flammes brûlantes qui sectionnent l'acier comme du beurre. Une fois les parties visibles démontées, on s'attaque au châssis et au système de chenilles. La chaîne à chenilles de la machine pèse entre 400 et 500 tonnes, une structure massive composée de centaines de maillons individuels. Les spécialistes la démontent maillon par maillon, séparant axes, galets et plaques métalliques. La dernière étape consiste à démonter le système hydraulique. L'hydraulique, c'est comme le système sanguin de l'excavatrice. Des centaines de mètres de tuyaux, de vannes, de pompes et de réservoirs.
Tout le fluide est d'abord vidangé dans des conteneurs pour recyclage. Puis on démonte les tuyaux et réservoirs eux-mêmes. Les conduites en cuivre qui composent ces systèmes sont un matériau coûteux. Lorsque tout est démonté, il reste la structure porteuse, le squelette même de la machine. Cette charpente métallique brute pèse environ 1500 tonnes. On la découpe en morceaux plus maniables, pour faciliter le transport, avant de l'envoyer au recyclage. Ces blocs sont ensuite fondus dans de grands fours à plus de 1500 degrés Celsius. L'ensemble du démantèlement d'un tel excavateur prend plusieurs mois. Une équipe de 15 à 30 personnes y travaillent selon l'équipement. Chaque jour, les ouvriers démontent environ 20 à 30 tonnes de ferraille. Le plus fascinant dans ce processus, c'est que pratiquement rien ne part à la décharge. Tous les matériaux sont triés et recyclés. Le cuivre redevient fil électrique, l'acier se transforme en nouvelles pièces, même les joints et les éléments en caoutchouc trouvent une seconde vie. C'est véritablement un cycle fermé. Ce qui fut machine renaîtra sous une autre forme. Certaines pièces sont conservées comme pièces de rechange. Les usines achètent volontiers des pièces d'origine pour les excavateurs plus anciens qui fonctionnent encore. Les vérins hydrauliques, les moteurs, même les boulons et écrous individuels ont de la valeur. Ce qui a pris fin pour une machine devient un nouveau départ pour une autre. La première fois que j'ai assisté à un tel démantèlement, j'ai été frappé de voir comment quelque chose d'aussi colossal pouvait être décomposé pièce par pièce. Une machine qui pèse autant que 200 voitures se transforme progressivement en un tas de matériaux. Mais ce n'est pas un tableau triste, c'est du recyclage, de la réutilisation, une nouvelle vie pour du vieux métal. Une grande partie du démantèlement dépend de la qualification et de l'expérience humaine. L'opérateur de grue doit être extrêmement précis, car il vaut mieux préserver une pièce intacte que de perdre du temps ensuite à la réparer. Les soudeurs fabriquent des fixations temporaires pour démonter les composants lourds en toute sécurité. Tous les mouvements sont planifiés et coordonnés. La sécurité est un aspect essentiel du travail. Sur le site, les sirènes d'alerte retentissent en permanence dès qu'une grue se met en mouvement. Les ouvriers portent casque, gilets et chaussures de sécurité. Un seul mouvement incontrôlé d'une machine peut être fatal. C'est pourquoi le contrôle qualité et la discipline passent avant tout. Les pelleteuses démontées ici proviennent souvent de carrières d'Europe du Nord. Certaines portent encore sur leur flanc le nom de l'entreprise qui les a exploitées pendant 15 ans. Imaginez un instant la quantité de terre qui est passée par ce godet durant toutes ces années. Des millions de tonnes de roches, de charbon ou de gravier. Tout cela a été extrait par ces machines. Le démontage d'une telle pelleteuse représente un coût important. Mais le recyclage du métal permet de couvrir ces dépenses. Une grande partie du matériau a de la valeur. Acier, cuivre, aluminium. Même les lourds composants en fonte sont recherchés par les usines de recyclage. Le dernier jour d'un démantèlement revêt toujours une dimension symbolique. Lorsque les derniers fragments de la vieille excavatrice sont chargés sur les camions en partance pour le recyclage, on comprend qu'une époque vient de s'achever. La machine qui a servi 15 années durant, accomplissant un travail pénible dans des conditions difficiles, va désormais connaître une nouvelle existence. Comme partie intégrante de la structure de bâtiments, de ponts, de machines neuves. Il ne s'agit pas simplement de démanteler de la ferraille. C'est un processus qui permet à l'économie d'être circulaire. Les ressources métalliques de notre planète sont limitées. Aussi, le recyclage des vieilles machines constitue-t-il à la fois une nécessité et une sage gestion. Chaque étape de ce processus est réfléchie. Chaque geste vise à préserver au maximum les ressources.
Cette benne soulève d'un coup plusieurs tonnes de roches, le poids de plusieurs voitures. Elle mord dans le granit dur avec une aisance déconcertante, comme s'il s'agissait de sable, et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous une chaleur d'enfer comme dans un froid glacial. Ce n'est pas un simple morceau de ferraille, c'est le poing blindé d'une pelle de mine géante, un sommet de l'ingénierie, conçu dans un seul but, détruire et charger. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'enfer industriel, dans l'usine où ces monstres indestructibles naissent de plaques d'acier plates et sans âme. L'histoire de la façon dont le feu, la pression et une précision inouïe transforment le métal en un outil capable de déplacer des montagnes. Tout commence dans un immense entrepôt à ciel ouvert, où reposent de véritables plaques d'acier. Oubliez la simple tôle fine. Ce qui se trouve ici, c'est du blindage. Des plaques d'acier spéciales résistant à l'usure, comme le Hardox ou ses équivalents, épaissent de 10, parfois 15 cm. Une seule de ces plaques peut peser plus de 10 tonnes. Ce n'est pas du simple fer. C'est un alliage complexe contenant du manganèse qui lui confère une dureté extraordinaire et du chrome qui le protège de la corrosion. Cet acier possède une propriété unique. Plus on le frappe, plus sa surface durcit. Un pont roulant géant muni de puissants aimants saisit l'une de ces plaques et la dépose dans un fracas assourdissant sur une table de découpe. Point de départ de notre chaîne de fabrication. Et voilà que commence le premier spectacle de feu, la découpe. Une immense potence surplombe la tôle, le long de laquelle se déplace en sifflant un chalumeau à plasma. À l'intérieur, une buse d'où jaillit sous une pression colossale un jet de gaz ionisé, chauffé à plus de 20 000 degrés Celsius. C'est comme un éclair apprivoisé. Le jet aveuglant pénètre sans effort dans l'épaisseur de l'acier de 50 cm et entame sa danse. Guidé par ordinateur, il découpe avec une précision millimétrique dans la tôle plane tous les éléments du futur godet. Les parois latérales, appelées joues, la paroi arrière incurvée, le fond et le massif tranchant avant. L'espace se remplit d'un grondement, d'une odeur d'ozone et d'une lumière aveuglante, tandis que sous le chalumeau jaillit une gerbe de métal en fusion qui évoque un feu d'artifice. Nous avons maintenant un ensemble de pièces d'armure plates et tranchantes comme des rasoirs. Mais le godet possède une forme complexe et incurvée. L'heure est venue de démontrer une puissance pure et silencieuse. Les ébauches plates sont envoyées sous la presse hydraulique. Ce n'est pas un marteau qui frappe. C'est une machine gigantesque qui librement, mais avec une force inexorable de milliers de tonnes, fait descendre son poinçon. Le pont roulant présente la paroi arrière plane et la presse, en l'appliquant contre une matrice arrondie, la plie complètement, centimètre par centimètre, lui conférant sa forme semi-circulaire caractéristique. Le métal ne se brise pas, il gémit, craque, mais se soumet à cette force colossale, changeant de forme pour toujours. Lorsque toutes les pièces ont reçu les courbures nécessaires, commence l'étape la plus délicate, semblable au travail d'un chirurgien, la soudure. Il ne s'agit pas simplement d'assembler des morceaux, c'est créer un organisme monolithique, indestructible. Les éléments sont réunis dans un gabarit spécial, tel un gigantesque puzzle tridimensionnel qui les maintient dans une position parfaitement exacte. Et les soudeurs entrent en scène. Ce sont les véritables élites de l'usine. Vêtus de combinaisons ignifugées et de masques,
ils commencent à joindre ces épaisses plaques. Cela ne se fait pas en une seule passe. Pour souder 2 morceaux d'acier de 50 cm, il faut effectuer des dizaines de passes, déposant le métal couche après couche. C'est ce qu'on appelle le soudage multipasse. Chaque cordon est soigneusement nettoyé du laitier avant d'appliquer le suivant. L'arc brûle avec une luminosité incroyable et le métal en fusion coule comme de la lave, unissant à jamais les parties séparées. Chaque soudure importante, une fois terminée, est contrôlée par ultrasons afin de s'assurer de l'absence de fissures ou de cavités cachées. Mais l'élément le plus emblématique du godet, c'est son sourire, ses dents. Elles ne sont pas fabriquées dans le même acier que la caisse. Les dents sont des pièces moulées distinctes, réalisées dans un alliage encore plus résistant, à base de manganèse. Leur forme complexe leur permet de mordre facilement dans la roche, tout en s'auto-affûtant durant le travail. Elles ne sont pas simplement soudées, elles se fixent au bord d'attaque massif coulé d'une seule pièce, grâce à un système spécial de verrous et de goupilles. Cela permet, lorsqu'une dent se brise ou s'use après des centaines d'heures de travail en carrière, que l'opérateur de la pelleteuse puisse chasser quelques goupilles et la remplacer directement sur place en quelques minutes. Lorsque le corps principal est assemblé, on commence à le renforcer avec un blindage supplémentaire. C'est ce processus qui transforme une simple benne robuste en véritable char d'assaut. Sur les parois latérales, les joues, on soude des plaques de protection additionnelles. Le fond, qui est la partie la plus exposée, est renforcé par des bandes spéciales résistantes à l'usure, appelées patins. Toutes les zones critiques sont recouvertes de couches de blindage supplémentaires. Cela rend la benne encore plus lourde, mais aussi infiniment plus durable. Une fois toutes ces soudures effectuées, notre benne forme un ensemble monolithique. Mais à l'intérieur, comme dans un ouvrier épuisé, se sont accumulées d'énormes tensions internes. Si on la laissait en l'état, elle pourrait se fissurer sous un choc violent. Elle attend donc une ultime cure thermale, le revenu. Une grue gigantesque soulève délicatement toute la benne de plusieurs tonnes et la place dans un four immense. Les portes se referment et la température s'élève lentement jusqu'à environ 600 degrés Celsius. La benne se repose dans cette chaleur pendant plusieurs heures. Ce processus permet au réseau cristallin du métal de se détendre et d'évacuer toutes les tensions, rendant l'ensemble de la structure plus solide et plus résistante au choc. Après le four et le refroidissement libre, vient le temps du travail de précision. Sur la partie supérieure du godet se trouvent des oreilles spéciales, d'imposants anneaux de levage par lesquels il sera fixé à la flèche de la pelle. Les trous doivent être parfaitement coaxiaux et avoir un diamètre exact. Le godet est donc installé sur une alaiseuse géante. Une énorme fraise, pilotée par ordinateur, alaise ses ouvertures au centième de millimètre près, jusqu'à la dimension idéale. Et la touche finale. Prêt mais encore recouvert de calamine et de traces de soudure, le godet est envoyé dans une chambre de grenaillage. Là, il est bombardé de toutes parts par des millions de minuscules billes d'acier qui chassent toute la rouille et la saleté, créant une surface parfaitement propre et rugueuse. Puis on le peint dans une couleur vive de la marque, jaune, rouge ou orange. Cette peinture n'est pas là pour faire joli. C'est une couche épaisse et résistante qui protège le métal de la corrosion. Et voilà qu'au bout de ce long chemin bruyant et brûlant, naît ce monstre d'acier. Il est lourd, brutal et semble indestructible. Il est prêt à partir dans la carrière pour commencer son dur labeur, en silence, jour après jour, déplacer des montagnes. Et vous,
vous pouvez faire bouger ma chaîne avec votre abonnement et un beau commentaire. Chaque année, des milliers de machines géantes, capables de transporter des centaines de tonnes de marchandises, voient le jour. Pourtant, bien peu s'interrogent sur ce qui se cache au cœur de ces monstres. Imaginez, des pièces pesant plusieurs dizaines de tonnes, des températures dignes d'un volcan et une pression capable de broyer n'importe quoi. Mais il existe un élément dont presque personne ne parle. C'est précisément lui qui détermine si cette machine tiendra le coup ou si elle basculera dans la catastrophe. Aujourd'hui, nous pénétrons là où naît la force qui maintient en marche ces géants de 600 tonnes. Et croyez-nous, ce que vous allez découvrir bouleversera à jamais votre vision de l'ingénierie. Ne partez pas, car le plus fascinant se trouve là où vous ne l'attendez certainement pas. Tout commence par l'arrivée à l'entrepôt d'ébauche monumental. Des pièces d'acier moulées pesant jusqu'à 50 tonnes. Ce n'est pas l'acier dont on fait les casseroles. C'est un alliage spécial, capable de résister à une pression de 1000 atmosphères et de ne pas se fissurer quand la machine heurte un rocher de la taille d'un réfrigérateur. La première étape, l'usinage grossier. D'immenses machines à commande numérique découpent le métal excédentaire avec une facilité déconcertante, comme s'il s'agissait de beurre. Sauf qu'à la place du beurre, ce sont des copeaux incandescents de plusieurs millimètres d'épaisseur qui volent dans l'atelier. Ici, la précision doit être respectée au dixième de millimètre près. Car si une pièce de 40 tonnes se met à vibrer à 40 km/h, les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde alentour. La fabrication d'un tel pont ou bras de suspension nécessite environ 300 heures de travail, machine pure. Après usinage, on passe à la trempe thermique. La pièce est envoyée dans un four où la température atteint 850 degrés Celsius. Elle rougeoie jusqu'à une teinte écarlate et prend l'allure d'un artefact sorti de la forge d'antiques géants. Puis on la refroidit brutalement dans un bain d'huile spéciale de 20 000 litres. Cela rend le métal incroyablement résistant en surface, tout en préservant une certaine plasticité à cœur, pour qu'il ne se brise pas sous les chocs en service. Vient ensuite le plus fascinant, l'assemblage de la partie hydraulique. Ces machines n'ont pas de ressort classique, car aucun ressort au monde ne pourrait encaisser une telle masse. À la place, on utilise des vérins azote-huile. Dans un seul de ces amortisseurs, on verse environ 150 litres d'huile hydraulique spéciale et on injecte de l'azote sous une pression de 200 bars. Cela permet à la machine de littéralement flotter sur la route, même si le mot « route » dans une carrière relève de la litote. On dirait une seringue géante de 3 mètres de long et 60 cm de diamètre. Quand un tel dispositif réagit à une irrégularité, il absorbe une énergie suffisante pour projeter une voiture de tourisme jusqu'au 5e étage. Imaginez les forces qui s'exercent sur l'assemblage de ces pièces. Chaque axe reliant les éléments de suspension subit un traitement cryogénique. On le refroidit dans de l'azote liquide jusqu'à moins 196 degrés pour qu'il se contracte légèrement. Ensuite, on l'insère dans l'alésage et lorsque le métal revient à température ambiante, il se dilate et se bloque de manière indéfectible. Pour désolidariser un tel assemblage, il faut une presse de 500 tonnes. Ce n'est pas comme donner un coup de clé de 13 dans son garage, bière à la main. Chaque jambe de force terminée passe par des essais sur banc. On la comprime et l'étire 10 000 fois sous charge maximale. Cela ressemble à une danse très lente et très lourde de colonnes d'acier. Sur les écrans, les ingénieurs suivent des graphiques où chaque courbe représente des tonnes de force. Si ne serait-ce qu'un seul capteur affiche un écart d'0,5%, la pièce part au démontage.
La sécurité est ici primordiale, car lorsque la masse totale du tombereau atteint 630 tonnes avec son chargement, une défaillance de la suspension pourrait déclencher un véritable séisme à l'échelle locale. Nous nous trouvons actuellement devant un essieu arrière terminé. Sa largeur avoisine les 9 mètres, soit l'équivalent de 3 voies d'autoroute ordinaires. Le poids de ce seul ensemble, sans les roues, est de 60 tonnes. Pour le transporter jusqu'au site d'assemblage du tombereau, il faut une plateforme spéciale et une escorte policière. Maintenant, ajoutez-y les roues. Chacune pèse 5 tonnes et mesure 4 mètres de hauteur. Toute cette structure doit fonctionner sans interruption 20 heures par jour, dans la poussière, par 40 degrés de chaleur ou moins 30 de gel. Un tel tombereau de 400 tonnes consomme environ 170 litres de carburant par heure. Imaginez un peu, chaque minute, 3 litres de gazole disparaissent dans ces cylindres. Le temps d'un battement de cils, 1 litre s'est envolé. Parlons maintenant de la chaussure. Une seule de ces roues coûte autant qu'un bon SUV, dans les 40 000 $. Et encore, elle ne tient que 6 mois en carrière. C'est comme si vous achetiez des baskets au prix d'un appartement toutes les 2 semaines. Et si ce mastodonte atteint 64 km/h, il lui faudra 200 mètres pour s'arrêter. 2 terrains de football d'adrénaline pure et de fumée de frein. Maintenant, plongeons brutalement dans l'univers du nanomètre. Vous vous souvenez de ces galettes de processeurs ? Eh bien, sur 1 mm², moins que l'ongle de votre petit doigt, nous parvenons à loger plus de 100 millions de transistors. Imaginez toute la population chinoise contrainte de s'installer sur un timbre-poste. Les signaux électriques y filent à 30% de la vitesse de la lumière. Et tout cela doit se dérouler dans une propreté absolue. Dans les salles blanches, on compte moins d'1 poussière par pied cube d'air. Pour comparaison, dans votre salon, des millions de ces particules voltigent en ce moment même. Il s'avère qu'une usine de fabrication de processeurs est l'endroit le plus propre de la planète. Plus propre même que l'espace intersidéral. Quand je regarde ces pièces, je mesure le chemin parcouru par notre génie technique. Nous avons appris à domestiquer des forces dont nous ne pouvions auparavant que lire l'existence dans les livres. C'est une immense responsabilité et le fruit d'un travail colossal mené par des milliers de personnes. Songez-y. Toutes les 20 minutes, ce monstre se positionne sous la pelle, reçoit 70 mètres cubes de minerai dans sa benne et les remonte sur les pentes escarpées de la carrière. Et tout cela repose sur ces montants métalliques que nous avons vus aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les entrailles de l'acier vous a autant fasciné que moi. Ce ne sont pas de simples ferrailles, mais la puissance et la précision réunies en un seul objet. C'était passionnant de voir comment quelque chose d'aussi massif se construit avec une telle minutie. La suite nous réserve des installations encore plus impressionnantes, alors restez avec nous. D'autres merveilles d'acier et secrets industriels vous attendent. Rendez-vous sur le prochain site, où nous dénicherons forcément de quoi vous émerveiller. Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine qui fabrique de véritables suspensions géantes. Des ressorts pour camions-bennes de carrière. Une machine de 400 tonnes qui roule toute la journée sur des cailloux gros comme votre tête et qui décharge jusqu'à 8 tonnes de minerai. Pour qu'un tel engin ne se disloque pas dès son premier trajet, il lui faut une suspension d'une puissance incroyable. Et voici comment elle se fabrique. Me voici devant une barre d'acier de 75 mm de diamètre, presque l'épaisseur de mon poignet.
De ce monstre naîtra un ressort haut comme un homme, pesant près de 2 kg. Un seul ressort. Et il en faut de 4 à 8 pour équiper un camion benne. Voyons comment on les fabrique. Tout commence par le choix du matériau. L'acier ordinaire du commerce ne convient pas. Il faut un acier à ressort spécial contenant du chrome, du silicium et du vanadium. Ces éléments rendent le métal à la fois ultra résistant et élastique. Les nuances les plus courantes sont les 5160 et 9254. Cela sonne comme un code secret, mais il s'agit simplement de la composition chimique de l'acier, où chaque chiffre indique le pourcentage des différents éléments. Nous voilà devant le four de préchauffage. Première étape de ce qu'on appelle l'enroulement. Pourquoi une telle chaleur? Parce qu'une barre d'acier de plus de 12 mm d'épaisseur ne peut se plier à froid. Elle risquerait tout simplement de se fissurer. On la chauffe donc à plus de 950 degrés Celsius, une température si intense qu'elle ferait fondre de l'aluminium en quelques secondes. Regardez ce four, on l'appelle un four à poutre mobile. Des barres d'acier de 14 à 45 mm de diamètre y circulent librement, chauffant uniformément sur toute leur longueur. Le processus prend environ 20 à 30 minutes. Si le chauffage n'est pas homogène, une partie sera molle, l'autre dure. Le ressort lâchera au bout d'une semaine. Voici la barre qui sort du four. Elle rayonne d'un rouge éclatant. Température 970 degrés. L'air qu'elle dégage est si brûlant qu'à 2 mètres de distance, on sent la chaleur sur son visage. Et c'est ce métal incandescent qu'on va maintenant enrouler en ressort. Devant nous se dresse une machine gigantesque, une enrouleuse automatique à commande numérique. Cet engin coûte 1 million d'euros et peut fabriquer des ressorts d'un diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres et d'une longueur pouvant atteindre 2 mètres. Voici comment elle fonctionne. Une barre chauffée à blanc passe à travers un système de rouleaux qui la guide vers le dispositif d'enroulement. Là, 2 gros rouleaux, l'un vertical, l'autre horizontal, pressent le métal avec une force de plusieurs dizaines de tonnes, l'obligeant à contourner une tige centrale, que l'on appelle le mandrin. Une barre de 7 cm et demi d'épaisseur se plie comme de la pâte à modeler, s'enroulant spire après spire. En 5 minutes, la machine fabrique un ressort de 10 à 20 spires d'une hauteur d'1,80 m. La vitesse d'enroulement? Environ 5 spires par minute pour des barres aussi épaisses. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Chaque spire doit être parfaitement régulière, l'espacement entre les spires, calculé au millimètre près. Un écart de plus de 2 mm et le ressort ne résiste pas à la charge. C'est pourquoi la machine contrôle tout. La température du métal, la vitesse d'avancement, la force de pression des rouleaux. Chaque capteur transmet les informations à l'ordinateur, qui régule le processus en temps réel. Une fois le ressort enroulé, vient la trempe. Le ressort incandescent est instantanément plongé dans un immense bain d'huile. C'est ce qu'on appelle la trempe à l'huile. L'huile est à environ 60 degrés maximum, alors que le ressort frôle les 1000 degrés. Quand ils se rencontrent, pouf! Un nuage de vapeur, un sifflement, comme celui de dizaines de serpents. La température chute à 200, 300 degrés en quelques secondes à peine. Que se passe-t-il à l'intérieur du métal? Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline de l'acier, le transformant en martensite, une forme extrêmement dure. C'est comme congeler de l'eau. Elle devient solide, mais dans le métal, le processus est infiniment plus complexe. L'acier trempé devient si dur qu'il peut rayer le verre. Mais il y a un problème. Après la trempe, l'acier devient friable comme du cristal. Un seul choc, et le ressort peut se briser. D'où l'étape suivante, le revenu
ou recuit. Les ressorts sont à nouveau chauffés, mais cette fois à une température plus basse, entre 400 et 500 degrés Celsius. Ils sont maintenus à cette température pendant 2 à 3 heures, puis refroidis librement. Le revenu, c'est comme un massage pour le métal. Il réduit les tensions internes, rend l'acier moins fragile, tout en préservant sa dureté. La dureté finale d'un ressort de camion-benne se situe entre 40 et 50 unités sur l'échelle de Rockwell C. Autrement dit, seul un diamant ou un autre acier trempé peut le rayer. Passons maintenant à l'étape suivante, le grenaillage. Regardez cette chambre. À l'intérieur, des milliers de billes d'acier d'un demi-millimètre de diamètre fusent à 80 mètres par seconde et bombardent la surface du ressort. Ce n'est pas une destruction, c'est un renforcement. Une bille métallique, en frappant la surface, crée une micro-indentation. Le métal environnant se comprime, formant une zone de résistance accrue. Des millions de ces impacts recouvrent toute la surface du ressort, d'une couche de métal densifiée d'une profondeur, pouvant atteindre 1 mm. Résultat, la résistance à la fatigue, la capacité à supporter des millions de cycles de charge sans fissuration, augmente de 30 à 50%. Le processus prend environ 3 minutes pour un grand ressort, après quoi la surface devient mate, légèrement rugueuse au toucher, mais considérablement plus résistante. Si les ressorts supportent le poids de la machine, les amortisseurs, eux, absorbent les oscillations. Sans eux, le camion-benne rebondirait comme un ballon après chaque nid de poule, et le conducteur souffrirait d'une commotion cérébrale au bout d'1 an de travail. Devant nous se dresse un cylindre hydraulique d'1,80 m de haut et de 25 cm de diamètre. À l'intérieur, un système complexe de clapets, de pistons et de joints d'étanchéité. Le principe de base est simple. Le piston se déplace dans le cylindre rempli d'huile, la forçant à traverser de minuscules orifices. L'huile oppose une résistance, amortissant ainsi le mouvement. Mais c'est dans les détails que réside la magie. Et la magie de cette chaîne opère grâce à votre abonnement. Le piston comporte plusieurs types de clapets. Certains fonctionnent lors de mouvements lents, d'autres lors de chocs brutaux. À faible vitesse, l'huile traverse de petits conduits de 2 à 3 mm de diamètre. Lors d'un impact violent, des clapets supplémentaires de 10 à 15 mm de diamètre s'ouvrent, laissant passer davantage d'huile et empêchant une montée en pression excessive. À l'intérieur se trouve également une chambre à gaz, remplie d'azote sous une pression de 20 à 30 bars. Cela prévient la cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles dans l'huile qui pourrait détruire l'amortisseur. L'azote se comprime en compensant le volume occupé par la tige du piston lors de son mouvement. La tige du piston est fabriquée en acier chromé d'un diamètre de 6 cm. Ce n'est pas décoratif. Le chromage crée une surface ultra résistante capable d'endurer des millions de cycles sans usure. L'épaisseur du revêtement chromé n'est que de 0,2 mm, mais cela multiplie par 10 la durée de vie. Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte. Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel. Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation.
Le fuselage respire, littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre. Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant. Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobile aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau, il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle. Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent aux points les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost. On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion.
Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler, car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là, le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres. La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision. Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire ? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Chaque année, des centaines de plateformes pétrolières offshore sont installées à travers le monde, pesant plusieurs fois le poids de la tour Eiffel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui soutient toute cette masse colossale lors du montage en plein océan déchaîné ? Tout repose sur une seule pièce. Une unique microfissure invisible de 0,5 mm peut provoquer une catastrophe chiffrée en milliards d'euros. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret ultime des métallurgistes. Comment, à partir d'acier en fusion à 2100 degrés, on forge des monstres géants capables de soulever 10 000 tonnes. Et quels détails critiques les fabricants de grues maritimes dissimulent pour éviter l'effondrement. Prêt pour une immersion totale ? C'est parti !
La fabrication des crochets de grue géants débute par la préparation rigoureuse de la matière première dans des ateliers métallurgiques spécialisés. On y travaille un acier de construction de haute qualité dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1%, tandis que les ajouts de chrome jusqu'à 2% et de molybdène jusqu'à 0,5% garantissent une résistance à la traction supérieure à 1000 mégapascales et une excellente ténacité au choc. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Le chrome assure la résistance à la corrosion en milieu marin et le molybdène prévient la fragilité aux basses températures. La matière première arrive sous forme de briquettes ou de lingots de 20 tonnes, chargés dans de puissants fours à arc électrique d'une capacité de 200 tonnes. Ces installations ressemblent à d'immenses cuves de 10 mètres de hauteur, équipées d'électrodes en graphite de 600 mm de diamètre. Lors de l'injection d'un courant atteignant 100 000 ampères, un arc d'un demi-mètre se forme et fait fondre le métal jusqu'à 2100 degrés Celsius. Le four pivote pour assurer un mélange homogène, tandis que les gaz sont évacués par de puissants filtres. Le processus de refonte dure 4 à 5 heures, pendant lesquelles le métal est purifié des impuretés par évaporation sous vide et soufflage à l'argon. Le métal en fusion, d'un jaune éclatant, est coulé dans des poches revêtues de briques réfractaires. La température en sortie avoisine 1650 degrés. La poche est soulevée par des grues et transportée vers la ligne de coulée. Là se trouvent des moules, d'imposantes structures en acier pesant jusqu'à 200 tonnes, garnies d'un mélange sable-argile ou d'un revêtement métallique. Ces moules de 50 mètres de long sur 5 mètres de large sont déjà préparés en tenant compte d'un retrait du métal de 2%. La coulée s'effectue selon un angle de 45 degrés pour éviter les poches d'air. Le métal liquide, en un jet d'un demi-mètre de large, remplit le premier moule en 15 minutes. Ensuite, le moule est fermé par un couvercle et placé dans une zone de refroidissement contrôlée. La croissance maximale s'effectue durant les 24 premières heures, jusqu'à 800 degrés, puis les 2 jours suivants jusqu'à 200 degrés, tandis que le refroidissement complet à température ambiante s'étale sur une semaine. Des capteurs surveillant les gradients de température à 10 cm de profondeur, pour éviter les contraintes thermiques susceptibles de provoquer des fissures. Durant le refroidissement, le métal cristallise en une structure austénitique brute qui sera ultérieurement optimisée par traitement thermique. Des ouvriers en combinaison de protection supervisent le processus à travers des panneaux vitrés, tandis que l'automatisation enregistre des milliers de paramètres. L'ébauche finale pèse entre 100 et 200 tonnes, mesure jusqu'à 12 mètres de long et jusqu'à 2 mètres de diamètre à la base. Elles sont extraites du moule par des grues d'une capacité de 300 tonnes et préparées pour l'étape suivante, le forgeage. Une fois le long refroidissement terminé, la pièce métallique de 100 à 200 tonnes est extraite du moule par de puissantes grues et transportée vers l'atelier de forge. Un vaste espace de 2000 mètres carrés, sous une voûte de 25 mètres de hauteur. Là se dressent des presses hydrauliques d'une puissance allant jusqu'à 50 000 tonnes, des machines générant une pression de plusieurs millions de pascals. La pièce est découpée en sections de 6 à 8 mètres de longueur et chauffée dans des fours à gaz jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal prend une couleur rouge vif et devient malléable. Des ouvriers en combinaison thermique, à l'aide de pinces magnétiques, placent la section sous la presse. Première étape, la déformation brute. La presse descend avec une force pouvant atteindre 10 000 tonnes, comprimant le métal de 20 à 30% en un seul cycle. Chaque impact dure quelques secondes, transformant progressivement les contours cylindriques en ébauches de crochets. Vient ensuite le forgeage intermédiaire. Le métal est étiré,
On y forme des ouvertures pour des câbles pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ainsi que des anneaux d'une épaisseur de 15 cm. Les presses sont équipées de matrices complexes en acier haute résistance qui reproduisent la géométrie exacte du futur crochet. Le nombre total de cycles de forgeage atteint 50 par section, avec des interruptions pour un nouveau chauffage toutes les 10 à 50 minutes. L'étape finale consiste en l'usinage de précision de la partie active. Le diamètre de l'arceau principal du crochet atteint 1 mètre, l'épaisseur des parois 30 cm, le rayon de courbure 2,50 m. Les matrices de la presse travaillent avec une précision d'1 mm, créant nervures de renfort et brides. Après chaque frappe, un nettoyage à l'air comprimé sous 6 bars élimine les oxydes. Le moment clé, le traitement thermique. Le crochet est placé dans des fours de revenus, à 650 degrés pendant 20 heures. Cette opération élimine les tensions internes et optimise la ténacité au choc. Vient ensuite l'usinage mécanique sur fraiseuse. Et maintenant, le plus fascinant, le contrôle par ultrasons. Chaque crochet est examiné pour détecter d'éventuelles fissures cachées. Les capteurs scannent le métal par onde à 5 MHz, révélant des défauts à partir de 0,5 mm. Si une seule microfissure est détectée, la pièce est rejetée. C'est la norme de sécurité pour les grues offshore, où un crochet supporte des charges allant jusqu'à 10 000 tonnes à 2 mètres de profondeur. Observez comment les opérateurs manœuvrent ces mastodontes. Tout autour, des grues de 200 tonnes de capacité déplacent les ébauches entre les ateliers. L'usine produit jusqu'à 20 crochets par an, chacun valant des millions d'euros. Ils équipent les grues de sociétés comme Herema ou Saipem pour l'installation de plateformes pétrolières en mer du Nord. Ces crochets sont testés dans des bassins d'eau salée, simulant les conditions marines. Ils sont chargés jusqu'à 120% de leur capacité nominale. Et le métal tient bon. La surface reçoit une couche époxy de 200 microns pour la protéger de la corrosion. L'acier pour ces pièces provient de Scandinavie, où il est fondu dans des fours sous vide. La logistique est impressionnante. Les ébauches pèsent 100 tonnes chacune et sont acheminées par barge. L'usine emploie 200 spécialistes, des métallurgistes aux ingénieurs. Voici ce crochet en cours de finition. On le peint, on grave son numéro de série et on le prépare pour l'expédition. Il partira vers une plateforme où il soulèvera une section de 8000 tonnes. Si vous voyez comment cela se passe en mer, les vagues qui frappent, le vent qui siffle et le crochet qui tient tout. Et ma chaîne tient grâce à vos abonnements. Le parc mondial de grues offshore dépasse 4000 unités, dont environ 1200 sont des navires flottants capables de soulever plus de 5000 tonnes. Les crochets de grues pour de telles machines demeurent rares en raison du nombre limité d'usines spécialisées. En Europe, ce sont principalement des entreprises aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, où la capacité de production totale atteint quelques unités par an.